Bonsoir à tous, comme chaque vendredi soir, c'est Tambour Battant consacré au racisme, au miroir de la question des réfugiés. Alors nos premières invitées sont d'abord Maud Navarre. Maud Navarre, vous êtes journaliste dans la revue Sciences Humaines, qui vient de faire ce mois-ci un dossier qui s'appelle « Qu'est-ce que le racisme ?» C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez publié des articles dans Travail, Genre et Société, dans Terrain et Travaux, et bien sûr dans Sciences Humaines, avec ce numéro racisme et bien d'autres. Avec vous, Evelyne Heyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure en anthropologie génétique, responsable de cette exposition qui s'appelle « Nous et les autres », qui est au Musée de l'Homme jusqu'au 8 janvier 2018. Vous êtes commissaire général à la rénovation du musée, et on peut dire que cette exposition, justement, elle est centrée d'une certaine façon sur le racisme. Alors d'abord, quelques définitions pour savoir si le racisme a changé avec la question des réfugiés. On peut dire que le racisme naît de la confrontation à l'altérité humaine. Et il s'est manifesté dans les sociétés occidentales modernes sous des formes très multiples. Bien sûr, l'esclavagisme, bien sûr, les génocides, la ségrégation raciale. Et aujourd'hui, la question de la compatibilité des cultures lui donne d'une certaine façon un second souffle. Alors, Maud Navarre, peut-être vous pouvez m'expliquer si ce changement vous paraît important. Vous dites dans le dossier de Sciences Humaines que 57% des Français considèrent que toutes les races humaines se valent. Donc on est quand même au-dessus de la moitié. Hein. Et 8% qu'il existe des races supérieures à d'autres. Et seulement 33% des enquêtés qui pensent que les races n'existent pas. Ça signifie qu'il y en a quand même beaucoup. 2 tiers des Français continuent à penser que les races existent. Tout à fait. Alors, en termes de définition, je crois que ce qui est important déjà, c'est de rappeler cette définition du racisme, qui est d'une part le fait de différencier en fait les personnes en fonction de leur couleur de peau, par exemple, ou encore en fonction de leur religion, en fonction d'un critère déterminant. La deuxième étape du racisme, le deuxième point qui intervient dans la définition du racisme, c'est le fait de hiérarchiser ces personnes en disant parce qu'elles sont noires ou parce qu'elles sont blanches, elles sont supérieures ou inférieures à d'autres groupes. Et la dernière étape, c'est le fait d'essentialiser en quelque sorte ces caractéristiques en les considérant comme naturelles, comme invariantes. Donc là, c'est là qu'on voit en fait le plus de glissement au cours de ces dernières années, c'est-à-dire qu'autrefois, alors qu'on avait tendance à établir des différences pour des questions biologiques, naturelles, ce qu'on appelle la race, aujourd'hui, on a un glissement qui est davantage vers du culturel. Aujourd'hui, on considère qu'il y a des différences de culture et non plus forcément par nature. Alors dans le travail que vous avez fait, est-ce que vous avez eu l'impression que le flot de réfugiés et tous les problèmes qui se sont déroulés en Grèce, en Italie, en Allemagne, et bien évidemment en France, avec un tout petit nombre de réfugiés, on y reviendra, est-ce que de votre point de vue, ça a changé au fond le racisme ? Alors on a assisté en fait à des comportements très différents. D'un côté, on a vu des mouvements de solidarité se mettre en place à l'égard des migrants, et puis de l'autre, on a vu aussi des mouvements d'hostilité très forts. Donc on a un clivage qui s'opère finalement entre d'une part des personnes qui ont plutôt tendance à venir en aide aux migrants et d'autre part des personnes qui sont profondément hostiles. Evelyne Heyer, alors j'ai dit que vous étiez professeur d'anthropologie génétique. En fait, les scientifiques dont vous êtes expliquent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il y a seulement, au fond, une pigmentation de la peau, noire, jaune ou éventuellement blanc, et que cette pigmentation différente ne signifie pas qu'il y aurait quelque différence biologique que ce soit. Ah non, c'est pas ça. On dit qu'il y a des différences biologiques, mais qu'elles ne sont pas suffisantes pour parler de race. D'accord. Il y a des différences biologiques. En général, on est toujours un peu plus différent génétiquement de quelqu'un à l'autre bout de la planète que quelqu'un du village d'à côté. Mais il n'y a pas de différence entre les populations humaines suffisante pour parler de race. Et pour créer ces différences, il aurait fallu faire des boîtes un peu étanches. Or, l'histoire de l'homme, c'est une histoire de migration constante. Donc, il n'y a jamais eu des groupes, entre guillemets, assez isolés pour fonder des races. C'est pour ça que d'un point de vue biologique, on dit que les races reflètent mal la diversité génétique de notre espèce. Mais le racisme perdure. Parce qu'en fait, le racisme, c'est mettre une valeur morale sur cette différence. La science, elle explique qu'il y a peu de différence. On est à 99,9% identiques pour notre ADN. Et donc, la science rappelle ça. Mais finalement, c'est la valeur morale qu'on va mettre sur cette différence qui fait qu'on est raciste ou qu'on ne l'est pas. Marie-Christine Danner. Alors,
Moi, je voudrais rebondir sur la question que vous avez posée, Antoine, sur la rémanence de ce racisme. Alors, vous avez parlé d'immigration qui font venir des gens, mais il y a deux facteurs qui me paraissent pouvoir être interrogés. D'une part, la mondialisation, le fait que maintenant on a accès à des images qui viennent en direct de Papouasie-Nouvelle-Guinée sans le moindre problème. Donc on a une connaissance, et tout le monde a une télévision. Enfin, en tout cas, 90% des habitants de la planète ont une télévision et ont accès à ces gens. Donc, ils ne sont plus véritablement des étrangers. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, les mélanges raciaux, ça s'interpénètre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui... De plus en plus de mélanges avec des gens qui viennent d'endroits géographiquement éloignés. Il y a toujours eu beaucoup de mélanges dans notre espèce, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, les gens qui se mélangent, c'est des gens qui viennent de très loin, ce qu'on avait déjà vu, bien sûr, au temps de l'esclavagisme avec la traite négrière, mais on voit maintenant, effectivement, des mélanges entre des gens très différents. Et d'ailleurs, on le voit, en France, les enfants d'immigrés se mélangent avec le reste de la population. On a vraiment peu de communautarisme en France et des mélanges de plus en plus forts entre les différentes populations humaines. Donc ça fait émerger des nouveaux variants, des nouveaux phénotypes, on dit, des nouveaux aspects humains. Oui, mais il n'y a plus de enfin, pour prendre l'exemple de la race blanche, il n'y a plus de race blanche totalement blanche. Il y a des échelons dans le blanc qui va vers le noir. Il y a toujours eu des échelons. De plus en plus. Il y a toujours eu des échelons entre toutes les couleurs. Mais le problème n'est pas de ne pas hiérarchiser. Le problème, c'est de ne pas hiérarchiser. Et en plus, la biologie ou la génétique, elle dit il y a des différences. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces différences? Et c'est là où, finalement, on voit que le racisme, c'est une construction sociale. C'est finalement ce qu'on va faire après, d'un point de vue social et politique, de ces différences. Que les différences soient des différences d'aspect ou qu'elles soient des différences de religion, tout simplement. Ce que je voulais dire, c'est qu'elles sont de moins en moins importantes, ces différences. Non, mais l'essentiel du racisme n'est pas juste basé sur la couleur de peau. C'est ce qu'on montre dans l'exposition, c'est qu'il y a du racisme qui n'est pas basé sur la couleur de peau. Par exemple, au Rwanda, c'est du racisme qui n'est pas basé sur la couleur de peau. Au moment du nazisme, ce n'est pas basé sur la couleur de peau. On peut dire que Hutu et Tutsi ont la même couleur de peau et pourtant le racisme a été très fort. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans le sas de votre exposition par une espèce de sas d'aéroport, d'endroit d'aéroport, un petit peu comme si vous vouliez nous montrer que c'est un non-lieu au sens de Auger, qui décrivait ces endroits où on attend dans les aéroports comme un non-lieu. Et ça vous permet de poser la question dans ces lieux anonymes de savoir quel est le rapport entre moi et les autres dans ce lieu et de se rendre compte du rapport que j'ai avec les autres. Alors, moi j'ai été assez sensible au fait que vous montriez le rôle de race et histoire qui développe comment s'est construit finalement scientifiquement le racisme en prétendant être scientifique. Mais la question qu'on peut se poser, c'est au fur et à mesure de la déconstruction scientifique du thème du racisme, ça n'a pas empêché le racisme de prospérer dans la société. C'est donc, c'est pas les scientifiques qui ont la clé du problème. C'est d'une certaine façon la prise en compte, au fond, de l'acceptation de l'autre. C'est ça qui est une question fondamentale qui est posée par le racisme. En fait, c'est pour ça qu'on a fait une partie sur l'histoire. C'était pour essayer d'expliquer comment, à certains moments, le racisme émergeait. Et on voit que pour que le racisme émerge, il faut qu'il y ait toutes les composantes de la société qui soient d'accord pour une pensée raciste. Les politiques, les intellectuels, les médias et la société civile. Et quand on regarde comment, à certains moments de l'histoire, on arrive à un racisme institutionnalisé, c'est toujours quand on a ces quatre composantes, finalement, qui construisent le racisme. Donc, les scientifiques sont une des parts. Quand les scientifiques classent les races humaines, ils mettent de la hiérarchie parce qu'ils sont dans un contexte politique colonial. Sinon, ils n'auraient pas mis de la hiérarchie. Et c'est pour ça que dans l'exposition, en fait, on explique ce qu'on sait d'un point de vue biologique et génétique, mais on voit bien que pour comprendre et déconstruire le racisme, il faut faire appel aux sciences humaines. C'est les sciences humaines qui permettent de comprendre et de déconstruire ce phénomène de racisme. Alors moi je voulais vous interroger sur ces migrations, parce que ces migrations, finalement, pour l'essentiel, c'est des Africains qui viennent en France. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des Asiatiques, mais l'essentiel du flux migratoire de ces 10 dernières années, c'est des Noirs africains et des gens qui viennent du Moyen-Orient.
Est-ce que vous avez l'impression que ça a complètement changé le débat sur le racisme? En fait, on a plutôt l'impression que le racisme fort qui se construit en France, le racisme le plus fort qu'on voit, c'est face aux Roms, alors qu'ils sont comme 20 000 individus sur le territoire français. Donc on voit bien déjà qu'il n'y a pas un lien entre nombre de migrants et racisme. Et les rapports de la Commission nationale des droits de l'homme montrent que la minorité la mieux tolérée, les deux minorités les mieux tolérées, ce sont les Juifs et les Noirs. Donc c'est assez couplé finalement de ces histoires migratoires, en tous les cas en termes de nombre d'individus. Le racisme, il a l'air pas si clairement lié à la migration, et d'ailleurs on voit des exemples de racisme dans le monde qui n'ont rien à voir avec la migration. Alors par exemple, dans votre exposition, vous montrez quelques exemples concernant le Japon. J'ai un petit peu étudié par exemple la question juive au Japon. C'est assez intéressant parce qu'au Japon, il n'y a pas de juifs, mais il y a un racisme antisémite assez fort. Donc il y a un antisémitisme sans juifs. Mais en France, nous avons des petits villages où il n'y a aucun immigré, où il n'y a aucun réfugié, et pourtant il y a un très fort racisme. Ce qui voudrait dire, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, que le racisme fantasmatique, le racisme qui imagine que si jamais il y avait des étrangers, ce serait atroce. Ils viendraient bousculer nos familles, etc., perturber nos enfants, etc. Il est beaucoup plus fantasmatique que réel, que sur une base réelle de quoi que ce soit. Ben oui, parce parce qu'en fait, quand on voit le fonctionnement du racisme, qui est, comme vous le disiez très justement, la catégorisation, l'essentialisation et la hiérarchisation, une des manières d'en sortir, c'est de remettre la place à l'individu, c'est-à-dire c'est de sortir l'individu de cette boîte racialisée dans laquelle on l'a mis. Donc c'est évident que quand on le connaît, quand il sort de sa catégorie pour devenir monsieur, mon voisin, mon fromager, etc., et ben à ce moment-là, vous arrivez à effectivement atténuer le racisme. Alors que s'il est loin, vous ne le connaissez pas, vous le mettez dans une boîte. Alors si on vous écoute bien, acceptons plus de réfugiés et les Français seront moins racistes. Il y a un peu de ça, mais j'en suis pas si sûre. Je ne sais pas très bien encore comment ça marche, mais on le voit bien, effectivement, dans les travaux sociologiques. C'est stupéfiant. Le racisme ne semble pas corrélé au taux d'immigration dans différentes communes. Marie-Christine ? Je voudrais revenir sur le déroulé que vous faites de la catégorisation à l'essentialisation en passant par différentes étapes. La catégorisation, vous le dites très bien, on a besoin de catégoriser, de nommer ceci, c'est dans la catégorie ustensile, enfin non, c'est pas un ustensile, c'est de la vaisselle. Voilà, c'est une tasse, mais qui est dans la catégorie vaisselle. On a tous besoin de ça. Moi, j'ai besoin de nommer la personne qui est en face de moi, c'est mon voisin, ou alors c'est quelqu'un d'étranger. Donc, il y a une sorte de déterminisme qui va de la catégorisation à l'essentialisation. En fait, et comment on peut échapper à ça ? Alors, mais catégoriser, c'est normal et naturel. La seule chose, c'est de faire attention à quelles catégories on choisit de manipuler, parce qu'elles ne sont pas neutres. Et de catégoriser un individu, c'est pas neutre, ça a des effets très bien démontrés sur l'individu en tant que tel. Le problème du racisme, c'est bien sûr la hiérarchisation et l'essentialisation, le moment où vous réduisez l'individu à ce à quoi vous l'avez mis dans la boîte. C'est quelque part l'essentialisation, je dirais que c'est le préjugé, le stéréotype poussé à son extrême. C'est-à-dire le moment où l'individu n'est plus que le préjugé ou le stéréotype. Le moment où vous dites c'est un Rom, donc c'est un voleur. Quoi qu'il fasse, même s'il va à l'école, comme il est Rom, il va toujours rester un voleur. Et c'est ce raccourci-là auquel il faut être vigilant. L'essentialisation, c'est vraiment l'aspect le plus dommageable du racisme. Maud Navarre, dans le dossier, j'ai lu une chose assez intéressante, c'est que concernant les migrations, finalement, ce qui fait problème, ce n'est pas tellement l'émigration, mais c'est le regard qui est porté sur l'émigration. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'est le regard qui compte, regard infériorisant, regard haineux, et que c'est ça qui finalement est à l'origine du racisme. En fait, c'est la manière dont on va présenter aussi l'immigration qui construit ce racisme. Il y a aussi tout un phénomène de mise en scène médiatique aussi à travers la manière dont on présente l'immigration et qui va contribuer aussi à accentuer des phénomènes de racisme, y compris dans les petits villages où on n'a jamais vu d'immigrés, par exemple, dont vous parliez à l'instant. Donc ça, c'est cette manière aussi de présenter la migration. L'immigration, ça va avoir un impact aussi sur la construction d'une catégorie migrants. Les migrants, ce sont ceux qui vivent dans des camps, ce sont ceux qui sont aux portes des frontières, etc. Et donc tout ça, ça contribue aussi à essentialiser
les catégories qu'on... Alors, on va prendre un thème d'une actualité brûlante. Comme vous savez, Porte de la Chapelle, à Paris, on accueille des primo-arrivants. Et on sélectionne les primo-arrivants. C'est horrible à dire, mais on utilise le mot « sélectionner ». On sélectionne ceux qui sont susceptibles, au fond, de recevoir le droit d'asile. Ensuite, ils vont faire leur demande de droit d'asile, etc. D'où la présence d'un très grand nombre de migrants près de la Porte de la Chapelle. Et alors, c'est assez curieux parce que depuis quelques semaines, beaucoup de femmes disent « l'atmosphère est insupportable » parce que ce sont principalement des hommes et ils regardent les femmes et ce regard est quasiment impossible à supporter. C'est un regard de désir et concupiscent qui vient de leur culture africaine ou moyen-orientale. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Et alors bien sûr, les organisations d'extrême gauche ont dit c'est épouvantable, c'est anti-migrant, etc. Mais en même temps, on a en tête ce qui s'est passé en Allemagne et que Kamel Daoud a très intelligemment dénoncé, c'est-à-dire la présence à la sortie de la gare de Cologne, un fameux 31 décembre, de migrants en très grand nombre, qui ayant été privés de femmes pendant très longtemps, eh bien, ont eu vis-à-vis de ces femmes des comportements insupportables à la limite du viol. Donc je voudrais savoir comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est du racisme de dire qu'il y a cette atmosphère gluante Porte de la Chapelle? Ce sont des phénomènes qui sont localisés et après de là à dire voilà, ce sont des comportements qu'on peut attribuer à l'ensemble des migrants ou pas, ça c'est quelque chose de plus compliqué. Non, pas à l'ensemble des migrants, personne ne va attribuer à l'ensemble des migrants. Là, vous avez, c'est la langue de bois. Là. Le problème qui se pose, c'est est-ce que c'est vrai que quand ils sont rassemblés en grande quantité, il y a quelque chose de difficile à vivre pour les femmes. C'est pas parce que c'est des migrants, vous prenez n'importe quel groupe de mecs qui traînent devant un bistrot le soir, vous prenez des troisièmes mi-temps de rugby, ça fait pareil. Je veux dire, vous mettez tout un ensemble d'hommes comme ça, jeunes, dans un coin et qui font groupe, ça fait pareil. Migrants ou pas migrants. Alors en plus, les migrants, c'est vrai qu'ils ont en plus le problème d'être loin de leur attache familiale, donc c'est quand même en plus compliqué. Moi, j'aimerais que vous me répondiez, l'une et l'autre, sur le fait de savoir si cette dénonciation d'une atmosphère insupportable Porte de la Chapelle est raciste ou n'est pas raciste. Alors pour moi, c'est pas raciste, mais pour moi, c'est une dénonciation qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux qu'on puisse pas se promener en tant que femme Porte de la Chapelle, et pour moi, c'est pas du racisme. Maud Navarre. Moi, j'aurais tendance à dire, quand on regarde objectivement aussi qui reprend ce type d'accusation, il faut faire attention aussi parce qu'il y a aussi parfois, notamment quand on parle des femmes, etc., il peut y avoir des instrumentalisations, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les femmes contre certaines catégories de la population. Je prends l'exemple du voile ou ce genre de choses. Donc là aussi, c'est des phénomènes qu'on voit se développer, c'est-à-dire qu'on utilise des groupes sociaux contre d'autres groupes sociaux. Et donc, il y a une prudence à avoir, moi, je pense, dans ce type de phénomène. Écoutez, dans le cadre de la campagne présidentielle que nous avons vécue, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence d'Antenne 2 où on nous a montré un café dans le nord de la France où les femmes ne pouvaient pas s'asseoir parce que c'est un café rempli de maghrébins et de gens issus du Moyen-Orient. Est-ce que c'était une émission raciste ou est-ce que c'était une émission légitime qui alertait sur quelque chose de légitime ? Moi, je voudrais répondre, ça dépend. Si vous dites juste, voilà, il y a un contexte qui fait que dans cet endroit-là, les femmes ne peuvent pas aller, on va régler le problème par rapport à ce contexte, pour moi, c'est pas du racisme. Si vous dites, c'est parce que ce sont des immigrants qu'ils ont ce comportement, là, vous êtes dans du racisme, vous êtes dans de l'essentialisation. C'est parce qu'ils sont comme ça, qu'ils viennent de tel endroit, qu'ils ont ce type de comportement avec les femmes. Là, pour moi, vous êtes dans l'essentialisation et vous tombez dans la parole raciste. Maintenant, de dénoncer un problème social à un instant T, à un endroit donné, ça n'est pas du racisme. Donc l'idée, c'est de bien comprendre le racisme pour pouvoir dénoncer des problèmes sociaux sans tomber dans un discours raciste. Marie-Christine. Enfin, je ne veux pas prolonger ce débat, mais malgré tout, je voudrais, en tant que femme, intervenir. Vous dites deux choses. Vous dites, on essentialise en fonction de ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Ce sont deux choses différentes. Oui. Parce que d'où ils viennent, c'est l'enveloppe culturelle. Tout à fait. Et on peut vivre dans un monde, dans une culture, où, effectivement, il faut s'habiller d'une certaine façon et il faut respecter la façon de s'habiller. Nous, lorsque nous allons dans des pays arabes, on se met un petit voile. Enfin, donc ça, c'est pas de l'essentialisation. C'est pas de l'essentialisation. Et on peut légitimement dire que nous sommes...
et je suis désolée parce que j'ai l'impression d'utiliser des termes employés par un leader politique qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais qu'il y a des cultures dans lesquelles les femmes n'ont pas la liberté qu'elles ont chez nous et que la transposition de cette culture chez nous pose problème. C'est sans doute ce que voulait dire Antoine. Ce que disait Kamel Daoud quand il a parlé de ce qui s'est passé à Cologne, il a dit il faut quand même prendre en compte le fait que la culture de ces gens qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, c'est on ne fréquente pas les femmes de si près, et si les femmes sont si près, c'est que ce sont des putes. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il a eu tort de le dire ou est-ce qu'il a eu raison de le dire? De très grands intellectuels se sont permis d'écrire, sous la forme d'une pétition, un texte contre Daoud pour dire que c'était insupportable ce qu'il avait dit, parce que justement, il essentialisait ces populations. Moi, je pense qu'il avait tout à fait raison de dénoncer une culture qui pose problème dans nos sociétés. Oui, allez-y, Maud Navarre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'une part, effectivement, alors il peut y avoir des problèmes qui se posent, vous les avez mentionnés, avec les femmes qui ont du mal à aller dans certains cafés, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on interprète ça en termes de différences culturelles. Alors que quand on regarde, par exemple, pour reprendre l'exemple des milieux ruraux, etc., il y a des cafés, si vous allez au bar PMU, où il y a beaucoup d'hommes et il y a très peu de femmes. C'est pas construit comme un problème, ni du point de vue médiatique, etc. C'est des clivages qui existent dans la société. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'on les attribue à certaines catégories culturelles. Et surtout qu'on les fige. On considère que comme telle personne est de telle culture, il ne va jamais pouvoir changer et que son comportement est complètement coincé là-dedans. Daoud n'a pas dit qu'ils ne vont pas pouvoir changer. Daoud a dit c'est un problème de culture qui touche tous ceux qui viennent de ces pays lorsqu'ils arrivent dans un pays où ils voient les femmes dans une situation qui n'est pas du tout la même que celle qu'elles vivent dans mon pays. Il a dit ça. Alors, est-ce qu'il a raison de le dire? Moi, je pense qu'il a raison de le dire, hein, je ne vous le cache pas. Et que, effectivement, cette culture se frottant à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec des femmes qui vivent librement dans notre pays, tranquillement, là où il y a des hommes, eh bien, cette culture a du mal à s'adapter à cette situation et à comprendre que ces femmes sont libres, qu'elles ont le droit de circuler et qu'on peut vraiment tranquillement les fréquenter sans que ce soit de la prostitution. Moi, je ne connais pas assez l'Afrique subsaharienne. J'y suis allée que 2 fois pour vous dire si c'est vraiment un trait culturel qu'on retrouve de partout. J'ai l'impression que ça correspond à certains individus et que ça n'est pas un fait figé dans une culture figée, mais j'ai l'impression que ça correspond à peut-être des individus. Mais encore une fois, je suis jamais allée... je connais l'Afrique centrale, mais je connais pas le reste de l'Afrique subsaharienne. Non, mais vous savez bien que la culture dans ces pays et la vie des hommes et des femmes fait qu'il n'y a pas cette liberté de circulation. Moi, j'ai des amis sénégalais, ils ne sont pas du tout comme ce que vous décrivez. Mais est-ce que c'est parce que je ne connais pas assez le Sénégal? Je me permettrais pas de calquer comme ça, une étiquette si forte sur un ensemble d'individus en connaissant aussi peu la culture. Maud Navarre, si je comprends bien, vous avez du mal aussi à stigmatiser éventuellement telle ou telle caractéristique culturelle d'une population. Tout à fait. Moi, je n'établirai pas de groupe homogène. Il faut voir que... Homogène, c'est vous qui rajoutez homogène. Moi, j'ai jamais dit homogène. Quand vous dites un groupe ou une culture, vous homogénéisez, vous avez tendance à homogénéiser. Bon. C'est comme quand vous dites les femmes sont ceci, les hommes sont cela, etc. On catégorise dans un groupe des personnes auxquelles on a tendance à attribuer le même comportement. Or, dans la réalité, quand on étudie les personnes prises individuellement une par une, on a une diversité de comportements très très forte, et que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les personnes de peau blanche, les personnes de peau noire, etc., on a toute une palette de comportements qui est très très différente. Et on peut avoir des fois plus de proximité avec une personne de couleur noire qu'avec quelqu'un qui sera de la même couleur de peau que soi-même. Donc voilà, il y a vraiment une diversité, et le fait de dire des cultures sont compatibles ou non, il ne faut jamais oublier qu'il y a des personnes derrière ces cultures et que ces personnes, elles ont une expérience qui peut être très proche de la nôtre et qui peut très bien contredire le fait que des cultures soient plus ou moins compatibles. Je vais prendre la défense d'Antoine. Allez-y. Il n'en a pas véritablement besoin, mais je pense que ce n'est pas la question d'être plus proche de quelqu'un qui est blanc plutôt que noir. Il n'a pas du tout dit ça. Non, c'est pas ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de la variabilité. On peut être plus proche du point de vue des quelqu'un de noir. Des manières de penser, des habitudes culturelles. J'ai des amis noirs et j'ai des ennemis lepénistes, enfin blancs, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. En revanche,
je voulais revenir à ce que je disais tout à fait au début, je suis désolée. On a l'impression, avec la mondialisation, qu'on vit tous dans le même monde, qu'on achète tous les mêmes choses, qu'on a les mêmes habitus, pardon. Et en fait, c'est faux. C'est vrai qu'il reste, et peut-être heureusement, des racines, des territoires. Humain va se créer une différence culturelle avec son voisin. C'est là qu'on est mal à l'aise, parce que il y a un effet de masse. Il peut y avoir un effet de masse quand on est en face d'un groupe humain qui a tout ça. Qui disait que le QI d'un groupe, c'est le QI total, enfin c'est le 1 divisé par la taille du groupe. Je ne parle pas en termes de QI. Mais ce qu'on peut penser, c'est que quand un groupe humain est rassemblé avec des caractéristiques culturelles communes, ben quelquefois, certaines de ces caractéristiques, qui sont des caractéristiques liées au mépris de l'autre, à la non-considération pour l'autre, à la non-individualisation de l'autre, à la considération étiquetage de l'autre, l'emporte. Et en conséquence, on voit un groupe se comporter de façon raciste. Parce que beaucoup de comportements racistes aussi interviennent sous forme de groupe, non ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont racistes individuellement, mais effectivement, vous avez effectivement des phénomènes de groupe, mais on le voit bien, je vous dis toujours le phénomène troisième mi-temps du rugby, quand vous mettez des groupes de gens ensemble, ils font des bêtises, quoi. C'est souvent, les hooligans, c'est ça, etc. Donc vous avez effectivement des phénomènes de groupe. Merci à toutes les deux. Alors je rappelle que Maud Navarre est journaliste à Sciences Humaines, et qui a un dossier dans le numéro de mai, qui s'intitule mai 2017, qui s'intitule « Qu'est-ce que le racisme ?» Et alors vous, je n'ai pas présenté vos livres, Evelyne Heyer. Alors il y a « Nous et les autres, des préjugés au racisme », c'est le livre de l'exposition qu'on peut voir au Musée de l'Homme, et qui est une exposition absolument passionnante. Et puis, il y a ce livre préfacé par Yves Coppens, « Une belle histoire de l'homme », qui est publié chez Flammarion. Merci. Merci. Le racisme au miroir de la question des réfugiés, deuxième partie, sur le grill. Face à face, donc, Juliette Kahn, bonsoir. Bonjour. Juliette Kahn, vous êtes romancière. Vous avez publié un livre qui s'appelait Une fille, chez l'Olivier en 2015. Vous aviez publié L'Inconnu, c'était en 2009, et puis Métropolitain chez Gallimard en 2005. En face de vous, Claire Rodier. Claire Rodier, vous êtes juriste. Vous êtes la fondatrice d'un réseau qui s'appelle Migre Europe, politique européenne d'immigration, en fait, qui réfléchit sur la politique européenne d'immigration. Vous avez travaillé avec le GISTI, dont vous êtes l'une des animatrices. Et on peut dire que, au fond, vous vous intéressez depuis très près à cette question des migrants et des réfugiés. Et vous avez publié aux éditions de la Découverte ce petit livre, Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. C'est un livre extrêmement pédagogique que je ne saurais trop conseiller. Et votre roman, vous, Juliette Kahn, c'est Jour d'exil, aux éditions de l'Olivier. Et c'est un roman qui raconte comment, fin de l'été 2015, au lycée Jean Carré, dans le 19e arrondissement, vous avez traversé la place des Fêtes, et vous êtes allé, au fond, voir ce qui s'y passait. Il y avait un certain nombre de réfugiés qui étaient là et qui voulaient, d'une part, vivre, et d'autre part, apprendre le français, commencer à s'intégrer. Dans quelles conditions s'est faite cette expérience ? Alors, tout d'abord, c'est moi, mais c'est une narratrice. Oui, hein. Il y a une petite, ça ne m'a pas échappé. Voilà, c'est un récit, mais qui est à la première personne. Mais cette Anna n'est pas exactement Juliette Kahn, l'auteur. Bon, voilà, il y a un petit écart entre les deux. Donc, elle, en effet, traverse la place des Fêtes. Elle habite d'un côté, et de l'autre côté, il y a ce lycée Jean Carré qui est occupé depuis un peu plus d'un mois quand elle y arrive, par des réfugiés, des migrants, et qui sont à ce moment-là quelques centaines. Donc c'est encore, c'est déjà très surpeuplé, mais c'est encore vivable, disons. Et bon, elle arrive là. Je crois que ce qui l'intéresse et ce qui l'attire au départ, c'est beaucoup le nombre de gens voisins qui viennent apporter des vivres, des vêtements, qui proposent leur aide pour tout un tas de choses, et aussi de jeunes qui, eux, sont plutôt amenés là par des pages Facebook et qui viennent de plus loin. Et c'est ça qui, dans un premier temps, je crois, lui donne envie d'en savoir plus sur comment ça fonctionne, cette espèce de squat gigantesque,
voilà, ce qui se passe vraiment entre les réfugiés, donc qui au départ apparaissent comme une sorte de masse indifférenciée. Enfin, voilà, c'est progressivement, des centaines de gens. Anna va faire la connaissance. Voilà, et puis, bon, comme finalement elle décide de s'investir là-dedans, il n'est pas question évidemment d'être dans un endroit pareil en observatrice. Elle se met dans le coup, elle travaille à la cuisine en fait, voilà, parce que c'est un des endroits où d'abord il est assez facile de trouver ses marques parce qu'il y a un peu une petite organisation. Enfin, elle dit que beaucoup de choses s'y passent à la cuisine. Énormément de choses se passent à la cuisine. C'est forcément un endroit stratégique parce que c'est l'endroit où on peut se nourrir et que même la nourriture n'est pas évidente. La nourriture dans ce lycée n'est possible que parce que justement il y a des dons de gens qui arrivent de partout d'une manière assez extraordinaire parce que c'est à la fois totalement spontané et avec enfin voilà, c'est ça qu'il a... Alors en exergue de votre livre, vous citez une phrase d'Hannah Arendt qui vient de ce livre qui s'appelle « Nous autres réfugiés ». Je la cite, « Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre profession, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de nos sentiments. » C'est ce qui domine chez ces réfugiés qui sont dans ce lycée? Absolument, parce qu'ils n'ont plus rien. Ils se regroupent par communauté, par origine de pays, parce que c'est la seule façon de retrouver un peu quelque chose de connu, mais ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. La seule chose qu'ils possèdent en général, c'est un téléphone portable, et voilà. Qu'est-ce que la juriste que vous êtes, Claire Rodier, porte comme regard sur cette expérience d'un écrivain qui va partager comme ça d'une certaine partie de la vie de ces réfugiés qui sont dans ce lycée Carré dans le 19e arrondissement? Je ne sais pas si le regard du juriste a un quelconque intérêt pour... C'est un très grand intérêt parce que vous vous intéressez avec le GISTI au soutien, à la défense de ces réfugiés. Donc moi, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous pensez de ce type d'action, qui n'est pas le vôtre. Non, non, pas du tout. Mais ceci dit, moi, ce que je peux penser de ce type d'action et la réaction d'Anna telle qu'elle est décrite dans le livre, elle me fait énormément penser à ce qui s'est passé depuis la fin des années 90 à Sangatte, d'abord, et puis ensuite à Calais, dans la jungle de Calais, où on a eu exactement le même genre de phénomène. Et là où, effectivement, sinon le regard, en tout cas, l'intérêt du juriste peut s'introduire, c'est que c'est aussi par ce biais-là, parce que des gens vont voir ce qui se passe, parce qu'ils commencent à voir des individus et pas des masses, parce qu'ils discutent en même temps qu'ils mangent, par exemple, ou qu'ils font à la cuisine, que les questions sur qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je peux avoir comme papier, est-ce que je peux passer en Angleterre, dans le cas de Calais, vont se poser à des gens qui ne se l'étaient jamais posés avant, à des gens qui ne sont pas juristes et qui vont finalement s'intéresser à cet aspect-là du droit à travers le besoin et l'envie d'être plus, et je ne dirais pas de faire plus avec les gens qu'on va voir, mais d'être plus avec eux. C'est-à-dire, tout à coup, on se rend compte que les problèmes, ils sont assez semblables à ceux qu'on pourrait rencontrer, des problèmes administratifs aussi, des problèmes d'avoir envie de rejoindre sa famille à tel endroit, et pour cette raison de ne pas vouloir rester là où on est. Voilà. Et c'est tout ce qui fait sortir l'individu de la masse où le rôle des papiers, de l'administration et du droit, finalement, va prendre sa place. Il y a un phénomène très fort pour faire reculer le racisme dans ces lieux et vis-à-vis de ces migrants, c'est que Juliette Kahn, progressivement, nous montre sa narratrice, je dirais, avoir un phénomène d'empathie formidable vis-à-vis de ces personnes, mais empathie d'autant plus forte qu'elle rapproche ça de ce qu'est sa propre identité. Et c'est ça où je voudrais avoir l'idée de Claire Rodier. Je vous dis ce qu'il écrit. « Pour tenir à distance mes sombres pensées, je me suis rappelé à voix haute que les Juifs du shtetl, aussi, on les accusait d'être voleurs, ignares et frustes. On les trouvait puants, mal attifés, et surtout tellement laids avec ces gros nez au milieu de leur figure sale. Leur aspect misérable inquiétait, de même que les centaines de gens qui dorment aujourd'hui sur des cartons sous métro aérien du côté de la Chapelle font peur. Des cohortes d'humains réduits à vivre par terre comme des animaux. C'est un spectacle effrayant pour tout le monde. Mais les Juifs du shtetl étaient devenus commerçants, ensuite médecins et dentistes, et puis architectes ou philosophes comme vous. »
Ah ouais, c'est ça, non? Alors, non, mais ce phénomène identificatoire, ça, c'est bien évidemment, là, il n'y a plus aucun racisme possible à partir de ce phénomène identificatoire. Et je voudrais que Claire Rodier, qui milite pour le soutien des travailleurs immigrés, nous dise si elle a déjà pensé que, au fond, l'essentiel était ce phénomène d'identification, au fond. En tout cas, il me semble que l'empathie, elle ne vient pas forcément de l'identification. On n'a pas forcément besoin d'un miroir pour, d'avoir l'impression d'être devant un miroir pour être en empathie avec quelqu'un. Ce que ça joue, c'est certain. Mais voilà, ça va jouer avec cet exemple dans le cas de Juliette Kahn, et ça va jouer pour un descendant d'immigrés portugais, comme je connais, qui dit « Mais mes parents aussi, mon père, il a passé la montagne en se cachant de la police, etc. » Quand vous parlez de votre descendant d'immigrés portugais, le phénomène identificatoire est là. Non, je dis, ça peut être ça peut, dans son cas, mais il peut y avoir plein d'autres façons, et je crois que l'identification, elle n'est pas forcément liée à la descendance ou à l'histoire personnelle. Elle peut être, et je pense que ça c'est arrivé dans des villages où ont débarqué les migrants, en particulier les migrants de Calais ou maintenant de Paris, qui sont emmenés en car un peu de force, plus ou moins de force, pour s'installer dans des endroits où on les accueille avec plus ou moins de sympathie, et on s'aperçoit qu'au bout de 6 mois, 1 an, il y a des liens qui se sont tissés, des liens d'empathie qui sont liés à rien, sinon que, on en revient à la discussion d'avant, il y a juste un être humain en face de soi. Cet être humain, c'est pas parce qu'il est noir ou blanc ou autrement qu'il est sympa ou pas sympa, il est juste être humain. Donc, et il peut se trouver... Voilà, je veux dire, l'empathie, elle n'est pas immédiate parce qu'on a un étranger en face de toi et qu'on est antiraciste. Oui. On peut aussi ne pas aimer la personne qui est en face de soi. Exactement. C'est juste un être humain. Et je crois que simplement, l'expérience que raconte Juliette, c'est l'expérience qu'ont fait beaucoup de gens et qu'on ne laisse peut-être pas assez faire, c'est se côtoyer pour pouvoir simplement laisser naître ces relations qui sont normales avec mon voisin parce qu'il me ressemble et qu'il a été dans la même école que moi, etc., mais qui pourraient être normales si on ne mettait pas cette barrière. Et là, la barrière, elle est posée par toute une série de lois, de textes. Je ne sais pas, moi je pense à cette loi sur le délit de solidarité dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui empêche justement l'empathie de fonctionner de façon naturelle, qui dit non, s'il y a quelqu'un qui est malade au bord d'une route, qui a froid, c'est interdit de le prendre dans sa voiture, c'est un délit. Ça crée ces cassures et ça empêche les sentiments naturels ou les aspirations naturelles à aller vers l'autre. Alors, beaucoup de gens qui n'ont pas vécu, évidemment, ce qui s'est passé autour de Nice, ne savent pas qu'il y a des gens qui ont véritablement comparu devant la justice pour avoir exercé leur solidarité. Alors, c'est une question importante, parce que vous pensez que progressivement, on va pouvoir se débarrasser de ce genre d'inculpation ? Moi, je ne suis pas si optimiste que ça, puisque au contraire, on assiste à une recrudescence très sournoise de l'intimidation et des pressions qui sont faites sur les personnes qui apportent une aide simplement à leurs voisins. Ça a été un peu médiatisé à Nice parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont... Voilà, des concours de circonstances qui fait qu'on a fait sortir les affaires dans la presse, mais il y a énormément d'affaires de ce type où finalement les gens qui aident sont soit poursuivis, soit parfois intimidés, convoqués à la police 10 fois de suite, ont des perquisitions chez eux, ça ne va pas forcément déboucher sur des poursuites, mais tout ça est fait pour dissuader. Et ça se passe de façon plus subreptice dans beaucoup d'endroits de France, en fait, et c'est plutôt en recrudescence. Juliette Kahn, on a l'impression que votre Anna, elle est fière de ce qu'elle a fait. Je dirais, et au fond, elle est heureuse vis-à-vis du monde qu'elle fréquente, d'avoir joué ce rôle-là, c'est-à-dire au fond d'amitié, de prise en charge d'une certaine façon, d'une certaine fonction sociale vis-à-vis de ces réfugiés. Oui, probablement. Ça, c'est ce que vous dites là, c'est au niveau de ses émotions personnelles, oui, si vous voulez. Alors que moi, c'est peut-être vrai, mais ce qui est vrai aussi, je crois, c'est que ce qu'elle a trouvé là, finalement, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une façon de vivre dans la ville, enfin de vivre une façon d'être politique, si vous voulez, extrêmement directe et simple et sans nécessairement une idéologie très, très développée, mais qui est celle de ces gens qui viennent aider. Mais pas en plus, le mot empathie est presque trop fort
Parce qu'au départ, il n'y a même pas d'empathie, il y a simplement, je crois, quelque chose qui est de l'ordre plutôt d'un sens moral, enfin, d'une idée morale, voilà, que c'est... L'antiracisme moral, des gens sont dans le dénuement, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de quoi se laver, ça c'était une des choses que je trouvais les plus choquantes, si vous voulez, qu'en 3 mois d'occupation, ni la mairie de Paris, ni la mairie d'arrondissement n'aient réussi à mettre 10 douches dans la cour pour que les personnes qui vivaient là puissent se laver. Enfin bon, tout ça, c'est vraiment de l'ordre simplement des droits du niveau zéro des droits humains. Voilà. Je crois que c'est ça, finalement, qui a eu peut-être de plus fort dans cette expérience pour beaucoup de gens, en tout cas pour elle, c'est ça. C'est l'idée qu'elle rencontre d'autres gens qui ont la même idée qu'elle de... qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est être un citoyen français, enfin français ou autre chose, mais en l'occurrence, voilà. Comment ça peut redevenir quelque chose de vivant? Comment ça peut être autre chose que juste mettre son bulletin dans l'urne une fois? Il y a un personnage qui s'appelle Minot dans votre livre et qui dit « Chacun cherche quelque chose ici », et Anna opine « Les exilés, un toit, un matelas ou un morceau de matelas pour dormir, quelques jours de répit, les flics, des renseignements, les soutiens activistes et autres bénévoles, une occasion d'agir et de se montrer amicaux, sans compter le flot de donateurs qui ne tarit pas, les truands, les proxénètes, les ravis, qui proposent aux migrants une initiation à la méditation tantrique. Un peu comme s'il y avait une espèce de rassemblement autour d'eux, de gens extrêmement divers, y compris, alors Claire Rodier, je voudrais vous entendre là-dessus, des gens qui abusent, d'abord violence, et puis des gens qui diffusent de la drogue, etc. Il y a tout ça. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a tout ça, et que tout ça, cette espèce de montage de gens très différents, contribue à une certaine peur de nos concitoyens ? Vous essayez de faire reculer. Oui. Hein. Mais je ne crois pas, parce que dans toutes les sociétés, dans tous les morceaux de société qu'on peut côtoyer, je ne sais pas moi, dans un stade de foot, dans un concert, etc., il y a ce concentré-là de gens qui sont plus ou moins, comme je disais tout à l'heure, plus ou moins sympas, plus ou moins escrocs, plus ou moins voleurs, ou pas. Et je ne vois pas en quoi ce qu'on appelle les communautés de migrants, qui sont juste des gens et qui sont regroupés, et c'est quand même des regroupements contraints. Je veux dire, le lycée Jean Carré, ils y sont allés parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où aller. À Calais, ils sont concentrés parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et comment... Enfin, il n'y a pas de quoi s'étonner que dans un bout de... une petite portion de société, on retrouve toutes les composantes de la société. Il ne faut pas s'étonner, mais il ne faut pas non plus le dénier, il me semble. Moi, je ne suis pas angéliste, hein, je pense pas... Moi, j'aime pas tous les étrangers, quoi. Enfin, j'aime pas tous les migrants, c'est pas le problème. D'une part, on n'est pas tenu à aimer, et d'autre part, c'est mieux de dire que dans cette micro-société-là, comme dans n'importe quelle micro-société, il y a des gens plus ou moins sympathiques. Y compris racistes. Il y a aussi des formes de conflits entre communautés qui existent. Et vous le montrez très bien dans votre livre. Allez, dites la vérité, vous le montrez dans votre livre, qu'il y a des oppositions racistes entre certaines catégories de population. Je n'emploie pas le mot raciste. Non, vous n'employez pas, mais c'est du racisme. Il y a des bouts de population qui ne tolèrent pas les autres. Enfin, je n'emploierai pas le mot de racisme, mais en tout cas, ce qui est sûr, pourquoi vous ne l'employez pas? Parce que pour moi, ça veut pas... Parce que vous avez peur de dire que ces gens qui sont au bas de l'échelle sociale, qui sont migrants, qui sont en situation difficile, peuvent avoir aussi des comportements racistes? Je ne pense pas que ce soit par peur, je pense que c'est parce que pour moi le mot racisme veut dire quelque chose qui ne recouvre pas exactement le fait que, par exemple, entre les Afghans et la communauté, si on peut dire, enfin le groupe des Afghans et le groupe des Soudanais au lycée Jean Carré, à partir du moment où la surpopulation devient totalement invivable, surtout parce qu'au début, il n'y a pas de bagarre. À partir d'un certain point, il y a effectivement des bagarres entre ces communautés qui sont qui deviennent de plus en plus fréquentes. Bon, ils ne se font pas grand mal, hein, mais c'est vrai qu'il y a des bagarres. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça du racisme ? Est-ce qu'il y a un racisme des migrants ? Ou bien est-ce que vous en faites des anges? Non, mais encore une fois, moi je pense qu'il y a des migrants qui sont racistes, comme il y a plein d'autres gens qui sont racistes, et je ne pense pas qu'il faut essayer d'éliminer cette idée-là. Mais en revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Juliette, en ce sens que quand il y a un espace réduit où, je dis encore une fois, les gens sont contraints de se retrouver, et qu'il y a deux communautés qui se sont, chacune s'étant agrégée sur la base de
la langue essentiellement, parce que vous allez voir à l'intérieur des Afghans, à l'intérieur du groupe du Soudanais, ils ne s'entendent pas tous bien, simplement ils ont un lien qui est la langue. C'est assez normal, c'est assez, ça me paraît assez logique que ça se traduise par de la concurrence pour avoir un espace, et que cette concurrence pour avoir un espace puisse être interprétée comme du racisme. Moi, ça ne me choque pas a priori. Le problème, c'est d'essayer de comprendre, il me semble, dans la perspective dans laquelle on se situe maintenant, c'est que ces comportements-là sont alimentés par une gestion, finalement, une gestion par la puissance publique, par les pouvoirs publics, de l'espace d'une part, et ensuite de la mobilité et de la circulation. De la même façon que les comportements des Français qui sont plus ou moins racistes vis-à-vis d'un groupe de migrants qu'on leur envoie de force dans leur village, ces comportements sont alimentés, là encore, par des politiques finalement. Et je crois que c'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est quel type de politique on veut pour que le racisme, si vous avez envie d'utiliser ce mot, entre les Soudanais et les Afghans, ne trouve pas à s'exercer à l'intérieur d'un espace comme le lycée Jean Carré, qui n'est pas fait pour habiter durablement et qui n'est pas fait pour vivre durablement. Je crois que c'est ça. Si chacun a sa place quelque part, je pense que les problèmes seraient déjà très allégés, mais ils sont alimentés par les politiques publiques. Merci à toutes les deux. Alors je rappelle que le livre de Claire Rodier s'appelle « Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents ». Et le beau roman de Juliette Kahn s'appelle « Jour d'exil » et il est publié aux éditions de l'Olivier. Le racisme au miroir de la question des réfugiés, troisième partie. Notre grand témoin est Frédéric Ancel. Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business, chair management des risques énergétiques. Vous êtes lauréat de la Société de géographie. Vous avez eu pour l'ensemble de votre œuvre le prix de la Société de géographie en 2015. Et là, vous avez publié toute une série de livres. Géopolitique du printemps arabe, Géopolitique de la nation française, c'est votre dernier livre, La Nation France, avec Yves Lacoste. Et puis, petite leçon de diplomatie chez Autrement. Comprendre la géopolitique, c'était au Seuil en 2011. Aussi une géopolitique du sionisme chez Armand Collin et une géopolitique de l'apocalypse, c'était chez Flammarion. Alors, je voudrais commencer avec vous sur cette question. Votre dernier livre est dédié à Cabu, victime en janvier 2015 d'attentats islamistes et de ce qui s'est passé contre Charlie Hebdo. Son sourire, son humanisme, ses dessins demeurent à jamais. Et ils étaient préoccupés par les périls déjà que vivait notre société. Je voudrais vous demander si, au fond, il y a un lien à faire entre les migrants et la progression de l'islamisme, ou en tout cas la manière dont l'islamisme agresse nos sociétés occidentales. Pour l'essentiel, non. Non, car, sauf deux exceptions, il n'y a pas eu d'auteurs d'attentats islamistes qui se soient frayés un chemin, un faux chemin, à travers celui emprunté par les migrants, et notamment lors de cette fameuse crise migratoire, dite crise, c'est intéressant, crise migratoire, donc ce million et demi de migrants arrivés en Europe il y a un an et demi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous dis non parce que pour l'essentiel, ces gens-là ont fui l'oppression, soit celle d'Assad, qui n'est pas un islamiste, c'est quand même un boucher. Vous parlez de ces gens-là, les réfugiés. Essentiellement les réfugiés, absolument. Mais pour beaucoup d'autres, eh bien, ils ont fui l'islamisme et les différents groupes qui sévissent très durement, on l'a bien vu, à commencer par Daesh, en Syrie. Et puis, il y a d'autres migrants, en l'occurrence, il faudrait parler effectivement de réfugiés, soit à caractère économique, soit à caractère politique, qui proviennent d'Afrique, et notamment d'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique. Ces gens-là n'ont jamais été mis en cause dans l'islamisme et encore moins le terrorisme à caractère islamiste. Alors dans votre livre, vous vous intéressez à cet islamisme contre la nation et vous nous montrez que les islamistes et leurs idiots utiles jouent un rôle important et au fond ont pour objectif d'une certaine façon de faire éclater notre nation. Et je voudrais vous entendre sur l'utilisation qui est faite par les islamistes du terme islamophobie. C'est-à-dire, vous montrez de façon très intéressante que l'islamophobie, c'est une manière de rassembler tous les musulmans derrière la bannière des islamistes, finalement. Et de les étiqueter comme tels. Oui. Et le tout premier racisme, c'est évidemment celui de l'essentialisation. Avant même, d'ailleurs, de rendre quelqu'un ou un collectif négatif,
vous le créez comme tel, vous interdisez qu'il soit poreux, qu'il y ait des passerelles entre ce collectif que vous avez en général d'ailleurs imaginé ou fantasmé et d'autres collectifs, et vous en faites une étiquette collée sur le front de chacun des membres de ce collectif. Décidément, qu'est-ce que les Noirs ont le rythme dans la peau? Qu'est-ce que les Juifs savent bien manier les questions financières et bancaires? Et le résultat, c'est que le lendemain, le raciste se lève de mauvaise humeur et il va, comment dirais-je, porter cette représentation collective déjà fausse en amont de façon négative. Et il va, au pire des cas, exterminer tel ou tel collectif qu'il avait créé comme tel. Ça, c'est un point qui me semble important. Et puis, je crois qu'il faut absolument souligner que les islamistes eux-mêmes sont excessivement racistes. Ils détestent ceux qui ne sont pas de bons musulmans. Lorsque ce sont des musulmans, mais des Kurdes, ils les détestent parce qu'ils sont Kurdes. Lorsqu'ils sont Kabyles, ils les détestent parce qu'ils sont Kabyles. Regardez à quel point les islamistes sont d'un racisme incandescent vis-à-vis des musulmans pourtant, d'Afrique subsaharienne, autrement dit des Noirs musulmans. Et je ne vous parle même pas de ceux qui ne sont pas musulmans. Donc on a affaire, et à quel point, pardon, ils nous haïssent, nous autres sociétés occidentales, et je vous épargne les Juifs parce que c'est absolument évident. Donc on est, deuxième point, pour vous répondre concrètement, sur des gens extrêmement racistes. Quant au concept d'islamophobie, nous disons avec mon maître en géopolitique Yves Lacoste, qu'effectivement, il est un instrument de plus en plus ciselé, forgé, pour interdire toute critique de l'islam, l'islam étant une religion et par conséquent un dispositif idéologique. Une religion en amont de toute autre considération, c'est un dispositif idéologique qu'on a le droit, sinon le devoir, de critiquer dans une démocratie. Et ça va jusqu'au droit au blasphème. On a le droit de blasphémer. Ça inclut bien évidemment le droit au blasphème, puisque le blasphème, c'est une critique de prophètes, et les prophètes, ils ont peut-être existé, peut-être qu'ils n'ont pas existé, et eux, ces prophètes-là, sont l'un des éléments du dispositif religieux ou spirituel d'une religion. Par conséquent, on a bien évidemment aussi le droit de les critiquer comme n'importe quel, j'allais dire, objet du culte ou idéal d'un culte quel qu'il soit. Donc, à 3 titres, pour vous répondre concrètement, nous avons affaire à de véritables barbares au sens étymologie du terme, mais pire que cela, puisqu'on voit bien que le plus souvent, il y a dérive vers une forme de pression, et parfois non seulement de pression sociétale, mais de violence exercée contre ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Marie-Christine Donner. J'aurais une question sur le droit au blasphème, mais avant, je reviendrai peut-être après, sur le terme islamiste, parce que c'est vrai qu'il pose question, et vous dites que c'est une forme de romantisme révolutionnaire qui peut être, enfin je continue, qui peut être comparé peut-être au romantisme révolutionnaire des Russes pendant la période où ils posaient des bombes. C'est vraiment ça, pour vous, une forme de romantisme révolutionnaire? Oui, alors l'islamisme et l'islamisme radical dans sa version terroriste ne sont pas toujours à confondre, par définition, les moyens divergent. Certainement pas les objectifs. C'est l'islamisme radical, effectivement. Oui. Que vous alors l'islamisme, lui, c'est un projet politique. Le musulman vit sa foi et sa religion, sans tenter d'imposer un projet de type politique, non seulement à sa communauté, mais à l'ensemble, en réalité, des communautés qui l'environnent, voire du monde entier. L'islamisme est un projet politique de type totalitaire. Quant à l'islamiste radical, notamment pour ce qui concerne Daesh, oui, j'ai évoqué le romantisme révolutionnaire, un peu à la manière, davantage que les anarchistes ou les nihilistes de la fin du 19e, qui pourtant ont su être très violents, j'évoquerai les fascistes et les nazis. Et la scénographie, à la fois logistique, concrète, technique, dans la manière de tuer, d'abattre l'autre comme un animal, avec cette monstration des armes de poing, celles qui nous apparaissent aujourd'hui comme étant les plus barbares, les plus cruelles, celles qui nous font sursauter bien plus qu'un bouton rouge au terme duquel il y a une bombe. Je ne sais pas ce qui se passe sous la bombe. Ça s'est déjà vu chez les fascistes et chez les nazis. Et ce romantisme révolutionnaire réintroduit par Daesh des décennies après les derniers en date, me semble-t-il, non seulement correspond bien à cela, mais va peut-être plus loin, en ce sens où l'islamiste radical, lui, considère qu'il a atteint le stade de la liberté absolue. Liberté d'avoir
menti à ses parents, d'avoir trahi ses parents, d'avoir désobéi et trahi à l'imam, d'avoir désobéi évidemment à son président ou à son chef de clan ou de tribu parfois au Moyen-Orient, d'avoir désobéi évidemment à la morale et au droit international, et de désobéir à notre morale considérée comme pourrie, celle des Occidentaux, consistant à pleurer ou à simplement scier lorsqu'on égorge quelqu'un comme un mouton. Et ça, c'est terrible parce que malheureusement, ça attire des dizaines de milliers de jeunes adolescents à travers le monde, pas seulement dans nos sociétés occidentales. Oui, mais précisément, Frédéric Ancel, si vous qualifiez ça de romantisme, à quoi peut aspirer un jeune si ce n'est d'être romantique, pardon. Donc c'est une euphémisation de ces actes et d'euphémisation à encouragement. Enfin, je suis désolée, mais je trouve que c'est une qualification assez grave. Mais c'est la raison pour laquelle, et je suis peut-être même en deçà de la réalité, et c'est la raison pour laquelle nous devons, nous autres Occidentaux et autres, car il n'y a pas que des Occidentaux qui vont malheureusement chercher l'enfer chez Daesh, il faut que nous réenchantions ce que nous sommes. Nous sommes, pour ce qui concerne la France, la nation et la République. Et la Troisième République a été enchanteresse, extraordinairement enchanteresse, et je vous ferai grâce de la Révolution française. Nos paysages sont potentiellement enchanteurs. Mais à partir du moment où on abandonne toute représentation valorisante, avec des critiques bien évidemment de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut proposer à nos jeunes et à nos sociétés de façon générale, là je parle de l'Occident de manière générale, et bien malheureusement des jeunes, sans doute faibles, en tout cas travaillés par la propagande et par ce romantisme révolutionnaire et par la propagande de Daesh, vont aller trouver ou retrouver ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils croient ne pas avoir ici, c'est-à-dire un absolu. J'ajoute que le suicide pour les islamistes radicaux, ne correspond pas au suicide où nous, on l'entend. Nous, en se suicidant, nous perdons la vie et nous pensons, pour l'essentiel, pour la majorité d'entre nous, qu'il n'y en a qu'une ici-bas. Eux se représentent la vie comme étant très exactement l'inverse de la manière dont nous la voyons. La vraie vie, elle se trouve dans l'au-delà, à la droite d'Allah. Ici, c'est une vie pourrie, c'est celle du takfir, de la zina, et elle a été donnée aux vrais shahids, aux vrais martyrs, exclusivement en guise d'instrument pour précisément obtenir la vraie. Voilà. Mais pour ça, il ne faut pas mourir bêtement d'un accident de la route, il faut mourir en martyr, c'est-à-dire en entraînant les koufars que nous sommes et les dégoûtants que nous sommes tous. Les koufars, donc les incroyants. Bien sûr, les incroyants, les traîtres a fortiori, les jeunes gens du Bataclan de Manchester, etc., dans une mort et dans la mort la plus atroce possible. Frédéric Ancel, moi ce qui me frappe, et peut-être ce que je retiendrai de ce qu'il y a sur ce sujet dans votre livre, c'est l'opposition que vous faites entre la religion et les croyants. C'est-à-dire qu'au fond, stigmatiser la religion, ça ne pose pas de problème, on a le droit de le faire en République, et vous pensez que dans la nation française, il y a eu des moments où on a stigmatisé toutes les religions. En revanche, raciser les croyants ou dire tous les musulmans sont ceci ou tous les musulmans sont cela, c'est inadmissible. Donc il y a un racisme anti-musulman qui se développe dans notre pays, et que les autres, les islamistes appellent islamophobie, alors que ce n'est pas de l'islamophobie, c'est un racisme anti-musulman qui est insupportable. Mais l'islamophobie, c'est-à-dire si c'est la haine de l'islam, si c'est la critique de l'islam, c'est tout à fait permis dans notre société. Exactement. Un musulman, c'est un être humain. C'est un individu. Et on lui doit respect, considération et égalité devant la loi républicaine. La loi, c'est l'expression de la volonté générale, c'est juste l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Ce n'est pas la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens français. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. J'aime bien le rappeler, je le rappelle à mes étudiants à Sciences Po, je peux vous le dire pratiquement tous les jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le musulman peut parfaitement s'inscrire, enfin, se représenter, encore une fois au sens des représentations lacostiennes, se représenter d'abord comme un être humain, ou comme un Européen, ou comme un Français, ou comme un hétéro ou un homo, comme un végétarien ou comme un carnassier, et peut se représenter prioritairement comme un musulman. Il n'en reste pas moins un être humain et un concitoyen. L'islam, le christianisme, le judaïsme, ce sont des structures morales et mentales. Elles ont toute liberté d'exister et de se développer dans une république démocratique comme celle qui prévaut ici en France, y compris avec un système laïque tout à fait assumé, j'en suis très heureux, à la condition de respecter la loi. Alors vous nous parlez de la détestation de la nation, et je voudrais y venir parce que votre livre est une éloge de la nation, et je voudrais parler de cette détestation de la nation. Vous nous dites que par exemple, les gens qui détestent la nation
Est-ce que parmi eux, il y a des réfugiés? J'aimerais bien répondre à cette question. Vous avez dit tout à l'heure, non, pas de problème, mais il y en a peut-être quelques-uns. Ils détestent en même temps l'Amérique impérialiste, le racisme américain, disent-ils, le sionisme, le néocolonialisme français, tout ce qui est de l'ordre. Alors là, je pense à ces gens qui se prétendent antiracistes, hein, qui sont, par exemple, ceux qu'on appelle les indigènes de la République. Ils se disent antiracistes et ils refusent les Blancs. Donc, d'une certaine façon, ils refusent la diversité de la nation. Et je voudrais vous entendre sur cette diversité de la nation. Est-ce que finalement, être français, ce n'est pas accepter cette diversité ? Si, bien sûr, mais dans un cadre. Vous savez, la nation, ce n'est qu'un cadre. La République, ce n'est qu'un cadre. La République, c'est un cadre institutionnel, c'est un cadre de loi. La nation, c'est une représentation. Vous ne pouvez pas montrer la nation, vous pouvez montrer la République. Nous sortons d'ici, on voit un policier, c'est la République. La nation, au fond, on en voit les symboles, on en perçoit un certain nombre de choses, mais c'est un peu ce que Renan disait en Sorbonne dans son fameux discours en 1882, c'est avant tout un plébiscite de tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. Un plébiscite de tous les jours. Il ajoutait, c'est une âme, un principe spirituel. Il n'a pas dit religieux, il a dit spirituel. Je pense que si on rejette ce cadre collectif et protecteur sous la France républicaine, je parle bien d'une nation démocratique, bien évidemment, et pas du nationalisme, l'isme ayant fait beaucoup de tort à beaucoup de concepts très intéressants au XXe siècle, parenthèse fermée. Si l'on rejette donc ce collectif de nations, il faudra bien trouver autre chose. Les hommes ne se vivent pas comme individus. Ils adoptent toujours un collectif d'une manière ou d'une autre. Alors, l'infranational, c'est quoi? C'est le clan, c'est la tribu ou c'est la secte religieuse. Dans la quasi-totalité des cas, c'est le racisme qui prévaut. C'est le racisme qui prévaut, mais on peut ajouter, comme on le sait en voyant ce qui se passe au Sahel, en ayant vu ce qui se passait au Rwanda au siècle dernier, ce qui se passe aujourd'hui au Proche, au Moyen-Orient et dans beaucoup d'autres régions, notamment en Asie centrale. C'est aussi les trafics, la mafia et des rapports humains qui sont essentiellement dictés par ce que le philosophe Finkielkraut appelait dans les années 80, c'était dans la défaite de la pensée en 84, si ma mémoire est bonne, soit une livrée, soit des droits. Lorsqu'on est dans une secte ou dans une tribu ou dans un clan, on est, et puis ensuite bien sûr le petit circonflexe, avec une livrée. Tu es petite fille, tu seras femme, tu auras tel et tel droit qui seront bornés par telle et telle de nos lois ancestrales. Et c'est moi, élu par absolument personne, chef du clan ou de cette tribu, parce qu'un jour, il y a 3 siècles, j'ai remporté à coups de sabre une bataille contre un autre chef de tribu. Voilà ce que je vais imposer à ce que tu es parce que tu es né femme. Pardon, mais la nation, elle ne se comporte pas comme ça dans un cadre républicain. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'elle doit être libératrice, et elle l'a été en France depuis Valmy, 1792, avec peut-être, si vous permettez, une toute petite précision supplémentaire. Il faut, je crois, rejeter l'infranational. En revanche, pas nécessairement le supra. Le supra, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Europe est je suis très pro-européen. Je pense qu'elle constitue elle-même un cadre de représentation qui permet de dépasser ce que certains voient comme un patriotisme parfois un petit peu rance. Ce n'est pas mon cas, mais ça peut tout à fait être discuté, à condition qu'elle soit démocratique. Mais pour ma part, je me tiens à ce qui a fonctionné assez bien, sinon très bien, sauf la parenthèse de la haute trahison de Philippe Pétain, c'est-à-dire depuis 1789-92 jusqu'à nos jours, à savoir la nation démocratique. Dans ce livre que je ne saurais trop conseiller à nos téléspectateurs, Géopolitique de la nation France, vous avez toute une partie sur la pédagogie de l'histoire coloniale. Et je voudrais un instant y revenir, si vous me permettez, parce qu'il y a quand même un débat sur la question du colonialisme. Vous avez entendu ce qui s'est dit tout à l'heure à propos de ce qu'avait dit Daoud en Cologne. En fait, des intellectuels qui ont pignon sur rue, qui n'étaient pas du tout des islamistes, ont écrit dans Le Monde que Daoud était raciste parce qu'il disait que ces migrants venaient avec une culture qui avait finalement pour fond un certain mépris des femmes et une certaine manière de s'adresser aux femmes qui n'était pas la nôtre. Je voudrais savoir si vous êtes du côté de Daoud ou vous êtes du côté de ces universitaires d'extrême gauche, disons. Je suis bien évidemment du côté de Kamel Daoud. Et je pense qu'à certains égards, il a choisi ses mots pour ne pas trop choquer. Car il y a parfois, souvent même, comme région d'origine de ces migrants, des zones où l'on a pratiqué à très haute dose d'abord une patrilinéarité, évidemment, en matière d'héritage, une misogynie extrêmement forte, un paternalisme de tous les instants. Bon, bien ça,
Aujourd'hui, ça ne prévaut plus dans nos contrées. Et on s'est battu pour ça. Et nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents se sont battus, ou d'autres. 3 de mes 4 grands-parents venaient d'Europe orientale, n'étaient même pas français. Donc on s'est battu pour obtenir quelque chose de mieux, de plus égalitaire, de plus démocratique. On n'a absolument pas légitimité aujourd'hui à permettre à d'autres, comment dirais-je, types de rapports de force entre les humains dans une société de prévaloir, et surtout lorsqu'il s'agit de la stricte égalité devant la loi des hommes et des femmes. Je me fiche bien de savoir si ce monsieur est migrant ou pas, s'il a fui Assad ou Daesh ou pas, ou s'il vient du continent africain ou de la planète Mars. Ce que je sais, c'est que je suis français et que je suis républicain. Et qu'ici, on respecte la loi qui elle-même protège les valeurs pour lesquelles on s'est battu depuis au moins les philosophes du 18e, et je vous épargne encore François Villon. Donc je pense que ce n'est pas raciste que de stigmatiser le comportement de certains, pas tous. Il n'a pas stigmatisé l'ensemble des migrants en tant que tels. Il n'a pas créé un collectif artificiel ou fantasmatique qu'on évoquait tout à l'heure, mais au contraire, un manque peut-être de pédagogie ou d'éducation de la manière dont on doit se comporter ici. Écoutez, si je vous dis que l'excision est une horreur et que bien évidemment elle est punie, non pas de la correctionnelle mais des assises en France, vous n'allez pas maugréer et protester contre cela. Et bien évident que, me semble-t-il, les valeurs se valent de façon, comment dirais-je, universelle, où elles ne sont pas. C'est Léo Strauss qui disait, si toutes les valeurs se valent, en quelque sorte, les traditions se valent, ce sont ces mots exacts, alors le cannibalisme n'est qu'une affaire de goût. Bon, alors vous m'accorderez que ça, c'est simplement pas possible. Mais que ça soit d'origine, que ça soit le fait, une misogynie par exemple extrêmement grave, de migrants, ou que ce soit le fait de Français d'extrême souche, je m'en fiche, c'est interdit, et par conséquent, ça doit être interdit pour tout le monde. Frédéric Rancel, l'excision est combattue par les forces progressistes dans tous les pays du monde, dans le Sahel, y compris. Donc il n'y a pas que. Mais c'est pour ça que j'insistais sur l'universalité de nos valeurs et de nos lois. Vous n'avez pas besoin, bien évidemment, de relire la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Quant au triptyque républicain, il n'est pas consacré au peuple français, et encore moins à une partie géographique ou ethno-religieuse, entre guillemets, de la France. Là encore, nous sommes sur quelque chose d'universel. Simplement, dans nos frontières, il faut respecter cette universalité. Et vous avez bien vu que dans la contestation portée par des universitaires qui ont pignon sur rue dans ce pays contre Daoud, il y avait l'idée, qui est quand même extrêmement curieuse, au fond, Daoud répéterait ce que les colons disaient. Et il aurait une position de colon en stigmatisant la culture. Donc on est bien au cœur de votre livre, de ce texte, et donc je voudrais vous entendre sur cette question du colonialisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il reste des traces de colonialisme dans notre société, comme le disent certains groupuscules, je pense évidemment aux indigènes de la République. Déjà, de s'appeler les indigènes de la République, c'est gros. Comme s'il y avait encore, au fond, une pratique d'État colonial, ce qui est absurde. Alors, je voudrais vous entendre sur cette mise en cause d'un colonialisme qui resterait, qui demeurerait. Il reste une forme de paternalisme vis-à-vis de populations, sans doute d'ailleurs chez des gens d'un certain âge, qui eux-mêmes avaient soit combattu en Algérie, soit qui avaient été des cadres coloniaux dans notre empire, notamment en Afrique ou en Indochine, ou des gens qui ont connu les livres d'histoire géographique. Honnêtement, il n'y en a plus beaucoup. Non, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ajoute une autre catégorie qui est beaucoup plus large, des gens qui ont connu et qui ont appris avec la règle sur les doigts lorsqu'on n'avait pas suffisamment, lorsqu'on ne connaissait pas suffisamment sa leçon, vous savez, les couleurs, les plages de couleur jaune, rose, verte pour les empires, et qui considèrent que, au fond, en France ou en Occident en tout cas, on serait plus malin ou plus cultivé ou plus que sais-je. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est à combattre par la pédagogie. L'important, le fondamental, c'est de respecter la loi. On n'a pas le droit de proférer évidemment pas de perpétrer des actes et de proférer des propos à caractère raciste, antisémite, négationniste, etc. À partir du moment où c'est entre guillemets moindre, c'est-à-dire une forme d'expression paternaliste, je pense que c'est à combattre de façon, encore une fois, pédagogique. Maintenant, vous me citez les indigènes de la République. Voilà des gens qui entretiennent en fait une forme de racisme à l'envers. Mais c'est-à-dire que c'est du racisme. Quand vous dites, à juste titre, que pour certaines de leurs activités, ils affichent publiquement que... Interdit aux Blancs. Interdit aux Blancs. C'est évidemment une forme d'expression raciste. Camps coloniaux, c'était l'été dernier. Voilà, ils ont organisé un camp colonial qui était interdit aux Blancs.
Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une espèce de confusion volontaire et que nous avons quelque part un mythe de substitution. Ainsi d'ailleurs que certains complaisants, de personnalités complaisantes d'extrême gauche, certaines de ces personnalités furent maoïstes, certaines soutinrent à l'époque le régime génocidaire des Khmers rouges, dont malheureusement un philosophe qui a encore pignon sur rue aujourd'hui, ce qui me paraît absolument hallucinant. Le mythe de substitution, qui malheureusement est en vogue chez certains idiots utiles. Allez, vous avez cité Badiou, il faut que tout le monde le sache. Ah, mais c'était évidemment Alain Badiou qui a soutenu pendant des années, sinon des décennies, le régime Khmer rouge au pouvoir au Cambodge de 75 à 79. 2 millions de victimes, il faut le rappeler. Et absolument, et qui bien évidemment n'était pas Charlie, qui bien évidemment considère que l'islamisme, je vais vite, mais je crois très franchement, est tout à fait dans son credo, c'est évidemment de notre faute. Le mythe de substitution est le suivant. Pour une partie de la gauche ou de l'extrême gauche française et peut-être européenne aujourd'hui, il n'y a plus le romantisme de ce prolétariat, c'est-à-dire le peuple, le bon peuple. Je sais très bien. Les qualifie de romantiques. Hein, c'est vous. Mais le terme, oui, mais je l'emploie et je l'assume. Voilà. Mais vous mettiez le doigt dessus et vous avez bien raison. C'est pour ça que je vous cite me citant. Dans les années 50, 60, 70, il y avait un vrai romantisme politique, sociétal, de la part d'une grande partie de la gauche, vis-à-vis du peuple dont on sentait, dont on voyait, dont on touchait, dont on humait la réalité, la densité dans ces gigantesques usines. Renault, bien évidemment, il y avait les mines à l'époque, etc. Et le peuple, pour les communistes, comme vous le savez, c'est évidemment Dieu. Simplement, on en a fait un autre concept. Le parti étant évidemment l'Église, tout ça a été amplement étudié. À partir du moment où, dans les années 80-90, ces densités ont de moins en moins et finalement n'ont pratiquement plus existé, il a fallu trouver une substitution. Et regardez ce qu'a écrit il y a quelques mois de cela, 2 ans de cela si ma mémoire est bonne, Edoui Plenel, il écrit un livre qui s'appelle « Pour les musulmans ». Et on découvre quoi? Ce mythe de substitution. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, il y aurait, si vous voulez, le vrai prolétariat, ce serait les musulmans. Alors d'abord, si je peux me permettre, il faudra expliquer aux Saoudiens qu'ils sont des prolétaires. D'abord, ça va vous prendre du temps, et ensuite, ça va être très compliqué quand même à démontrer. C'est dommage qu'on arrive presque à la fin, parce que vous exagérez un tout petit peu, mais bon, continuez. Je crois au contraire beaucoup trop pondéré par rapport à... Non, mais il y a une pression, des salafistes. Vous terminez sur cette pression des salafistes sur les musulmans, justement. Et cette pression existe. Et vous faites une proposition, et je voudrais savoir comment elle a été entendue à la fin de votre livre. Vous dites, j'aimerais bien qu'on se pose la question de savoir si on ne devrait pas interdire la manifestation qui, chaque année au Bourget, permet à l'ensemble des islamistes de rassembler autour d'eux un certain nombre de musulmans. Et moi, j'ai été très très content de voir cette proposition. Je voudrais savoir s'il y a un ministre de l'Intérieur qui vous a lu et si vous en avez eu un quelque écho. Si je peux me permettre, ce n'est pas très exactement ce que j'ai proposé. J'ai proposé la mise sur... J'avais lu ça, moi. Un autre livre. J'avais lu ça. Tant qu'on respecte la loi, il n'y a pas à interdire. J'ai proposé... Vous êtes pourtant très net. Mais j'ai proposé, très précisément, la mise sous statut de secte des salafistes, c'est un peu différent, et des frères musulmans, s'ils ne se conforment pas de manière claire et définitive aux lois de la République. Et effectivement, au Bourget, on retrouve chaque année des stands. Alors attention, ce ne sont pas les organisateurs qui sont responsables de l'intégralité de ce qui va se vendre sur les stands. D'où une zone grise, d'où le problème avec une véritable interdiction. Mais là-dessus, je serai assez ferme et j'assume tout à fait cette proposition. Je ne sais pas si elle a été lue. Je vous ai bien lu. Si on ne respecte pas la loi républicaine, on interdit. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Il en va de nos libertés. Mais au Bourget, on ne respecte pas la loi républicaine. C'est ce que vous dites. Il y a des gens et des ouvrages qui ne respectent pas la loi, qui malheureusement sont distribués au Bourget. Il y a des tonalités et des discours, je pense évidemment à ceux d'un Hani Ramadan, qui était encore malheureusement en France il y a quelques mois de cela et qui heureusement a été obligé de quitter rapidement le territoire, enfin aujourd'hui avec Internet, symboliquement c'était important, qui devait absolument être fait. Et pour conclure, si vous le permettez, sur ma question du mythe de substitution, on remplace, si vous voulez, un ancien racisme d'État, sous la colonisation, la France officielle, effectivement, entretenait au moins un très fort paternalisme vis-à-vis de populations tout de même qu'on occupait. Très bien. Mais aujourd'hui, je considère que ce n'est plus le cas. Et nos institutions ne sont plus frappées. Attendez, quand un policier enfonce sa matraque dans les fesses d'un migrant,
c'est pas du racisme d'État, c'est un racisme commis par un policier. Et un agent de l'État. C'est d'autant plus grave, et c'est la raison pour laquelle la peine doit être beaucoup plus... Bien sûr, c'est la raison pour laquelle la sanction doit être plus forte, car il l'a fait en notre nom à tous, au nom de la nation, donc, et financé par nous tous. Donc je pense que là, il faut être d'autant plus sévère. Je n'ai aucune complaisance. Il faut être très précis sur la qualification. Ce n'est pas un racisme d'État, c'est un racisme d'un fonctionnaire d'État. Absolument. Absolument. Là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Pardon, je conclue là-dessus. Sur ce mythe de substitution, pour conclure, on fait des musulmans, autrement dit, les musulmans, une catégorie, on revient au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'en réalité, on crée une forme de racisme. Je connais personnellement, pour avoir enseigné à Paris de Saint-Denis, où j'ai soutenu ma thèse en 1997, des milliers de personnes d'origine musulmane qui refusaient catégoriquement de se voir et de se lire admises prioritairement comme telles. C'était d'abord des humains, elles le disaient elles-mêmes ces personnes, des humains, des Français, c'était des Kabyles, c'était des gens du Languedoc, c'était des gens du Nord, etc. Et par conséquent, à force de faire des musulmans, des gens soi-disant prétendument de façon constante opprimés aujourd'hui, en réalité, eh bien, on en arrive à un racisme à l'envers. Juste en un mot, oui ou non, substitution n'égale pas remplacement, grand remplacement, ça n'a rien à voir. En un mot, non, oui, non. Le grand remplacement, c'est un fantasme que je combats. Donc non, que je combat. La substitution n'a rien à voir avec le remplacement, rien. Dans votre esprit. Absolument pas. Non, il n'y a pas de grand remplacement. C'est un véritable fantasme de gens qui, pour le coup, sont en général très très ambigus. Et racistes vis-à-vis des musulmans. Certains sont ouvertement racistes, d'autres considèrent de façon réellement, encore une fois j'emploie mon terme fantasmatique, que décidément il y en a beaucoup trop et un peu partout. Réellement, c'est quelque chose, c'est une idée fausse qu'il faut combattre de la même manière qu'il faut combattre ce racisme souvent anti-français ou anti-autres, soi-disant mauvais musulmans, qu'entretiennent beaucoup de salafistes et de frères musulmans. Frédéric Ancel, merci. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle « Géopolitique de la nation France ». Il est écrit avec votre maître Yves Lacoste. C'est aux Presses universitaires de France. Il est aussi clair par écrit que ce que vous venez d'être par oral. Merci. Je prends ça comme un compliment. Je vous remercie.